dans cette phase de rebond sur des thématiques autour du développement commercial. L'objectif, c'est vraiment de partager l'expertise d'un consultant, donc d'Arnaud Marek pour nous aujourd'hui, avec quelques méthodes et outils à mettre en place. Arnaud, je vous laisse la parole pour démarrer sur ce webinaire autour de la stratégie multicanal. Merci beaucoup Audrey. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour aussi ce tour de présentation. C'est toujours très intéressant de voir la richesse et la grande diversité des profils présents. Donc moi de mon côté, je m'appelle Arnaud Marek. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Revolutio et j'ai passé les 13 dernières années à travailler notamment sur les différents marchés B2B en marketing client et en accompagnement au changement des entreprises. Et effectivement, aujourd'hui, on va creuser cette thématique du multicanal en essayant de comprendre les enjeux qui se cachent derrière ce concept. On a commencé dans les échanges que vous avez eus en présentation à balayer une partie du sujet, donc c'est extrêmement intéressant. Et on va essayer de regarder, d'identifier ensemble quelques clés pour pouvoir déployer une stratégie multicanal dans son entreprise. Alors, c'est une thématique qui est très large. Et donc, j'ai essayé de travailler sur des points que j'espère le plus opérationnels possible et qu'on pourra continuer à évoquer lors de la phase de questions-réponses. Alors, la question du jour se formule comme suit: construire une stratégie multicanal efficace. Comment faire? Donc hier, c'était le bac philo, si je ne me trompe pas, et je trouve toujours intéressant de pouvoir creuser un petit peu les différents termes du sujet pour être sûr de savoir si on va traiter tous les points. Donc, qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière tous ces concepts? Le premier point, c'est le concept de multicanal. Multicanal, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cette thématique? On a M. Boyer qui évoquait effectivement le côté cross-canal, omnicanal. On se rend compte qu'il y a plein de termes autour de cette thématique-là. Donc, on va essayer de regarder ce qui se cache derrière tout ça. La notion de stratégie, on peut questionner pourquoi faut-il aujourd'hui une stratégie multicanal? On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse sur ce point. La notion d'efficacité, avec pour moi une question clé qui se pose, c'est comment mesurer la performance des actions et est-ce qu'on peut mesurer la performance de nos actions multicanales? Et puis dans l'idée de construction, il y a une idée de différentes étapes et quelles seraient potentiellement les différentes étapes, quels sont les éléments clés à avoir en tête pour pouvoir justement construire une stratégie multicanale efficace. Donc on a un laps de temps qui est court, mais on va essayer de balayer un petit peu tous ces sous-sujets dans ce grand sujet. Alors, le premier point concerne un petit peu l'idée de sous-jacente au digital, c'est que très souvent, quand on en parle, il y a l'idée de complexité qui ressort. Complexité, pourquoi? Complexité notamment à cause des différents termes qui peuvent se cacher derrière le sujet du digital. Alors effectivement, le premier sujet qui vient à l'esprit, c'est le fait qu'on peut parler de canal de vente traditionnel, simple, de multicanal, de cross-canal ou d'omnicanal. Effectivement, rien que sur ces sujets-là, on voit qu'il y a une forme de... C'est intéressant, je pense, de poser quelques éléments de définition pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un canal simple? Globalement, c'est quand, avec son entreprise, on a un seul canal relationnel avec ses clients cibles. On a un point de vente physique, on a une force de vente qui va être dédiée à la relation avec les clients. C'est globalement des choses qu'on retrouve beaucoup, notamment dans le retail ou encore en B2B. Sur le papier, quand on parle de multicanal, effectivement, il y a l'idée de dire qu'on utilise notamment les différentes technologies qui sont à disposition pour pouvoir multiplier les points de contact avec les clients cibles. J'ai toujours mon point de vente physique et puis je décide de lancer un site e-commerce et je lance un numéro de téléphone, un numéro vert qui permet de rentrer aussi en relation avec les clients. Et donc, on juxtapose des canaux, mais dans l'idée, toujours pareil, théorique de multicanal, il n'y a pas forcément de lien entre ces différents canaux, de cohérence entre ces canaux. C'est la différence avec l'idée de cross-canal. Dans l'idée de cross-canal, c'est qu'on a une multiplication des canaux d'interaction, de canaux relationnels avec les clients, et en plus, on essaie de faire en sorte qu'il y ait une interaction, une communication entre ces différents canaux, une cohérence entre eux, pour pouvoir en fait commencer à proposer une approche uniformisée, relationnelle avec le ou les clients. Enfin, dans le concept d'omnicanal, là c'est un petit peu le Graal en fait du cross-canal, l'aboutissement ultime, c'est qu'on a une multitude de canaux relationnels avec le client
Et en même temps, chaque canal est capable d'interagir avec les autres. C'est-à-dire qu'on est en capacité potentiellement de fournir aux clients un parcours qui est totalement fluide, où quel que soit le canal en fait qu'il va utiliser, on va prendre en compte les interactions passées qu'il a eues avec tel canal pour venir enrichir l'interaction avec l'autre canal. Concrètement, ça veut dire, on pourrait très bien avoir un client qui allait sur le site e-commerce, qui a abandonné son panier, qui décide d'aller sur le point de vente, qui reçoit un email lui proposant un code promo pour se déplacer sur le point de vente et il termine son achat, par exemple, sur le point de vente. C'est le type de parcours en fait, qui est un peu ultime qu'on pourrait réussir à mener en multicanal. Alors derrière ce concept de multicanal dont on voit la complexité, il y a aussi une forme de paradoxe. Alors pourquoi de paradoxe? C'est que quand on interroge les dirigeants d'entreprise, on voit que très souvent ce sont des freins en fait qu'ils mettent en avant. Des freins liés par exemple à la complexité de la thématique, au manque de compétences qu'on peut avoir en interne, notamment dans certains secteurs traditionnels où le digital en fait est venu tardivement. La question des moyens financiers, c'est vrai que très vite, quand on commence à creuser le sujet du digital, on se rend compte qu'il y a plein d'outils disponibles avec des prix très variables, très variés et des fois très chers. Donc, on peut se poser la question de dire est-ce que je vais avoir les moyens financiers de lancer quelque chose? Et puis, des questions de résistance au changement en interne. C'est vrai que le digital vient bousculer les modes de fonctionnement traditionnels, notamment de vente. Et on peut avoir des résistances au changement des équipes quand il y a un certain nombre de sujets qui viennent quand on décide de multiplier les canaux et notamment les canaux digitaux. En parallèle de ça, on voit quand même que c'est un concept qui se démocratise. Alors ici, vous avez une petite infographie. C'est une infographie que j'ai trouvée sur Internet, une enquête qui a été menée par la Fédération de la franchise qui traite justement de la stratégie multicanale des enseignes. On l'a vu avec le Covid, à la faveur des confinements, on a beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas forcément sur les canaux digitaux, qui ont été contraints de se lancer dans, par exemple, le fameux click and collect, on en a beaucoup parlé, en tout cas dans une forme de digitalisation de leurs canaux de vente pour pouvoir maintenir leur activité à flot et conserver des opportunités. Donc en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même ce concept qui se développe, y compris dans des industries, dans des secteurs qui étaient un petit peu, pas forcément, mais peut-être qui n'en voyaient pas la nécessité. Alors de la même manière, au cœur de ce concept, il y a à mes yeux deux éléments clés qu'il faut avoir en tête et qui sont peut-être plus importants que les outils. Parce que c'est vrai, quand on parle de multicanal, on va tout de suite penser outils, on va parler réseaux sociaux, on va parler outils CRM, on va en parler à la fin. Voilà, on parle tout de suite des outils. Pourtant, pour moi, fondamentalement, ce qui est au cœur du sujet, ce sont deux éléments que sont le parcours client et la nécessité de se poser la question de comment se passe le parcours de mes différents clients cibles, et donc d'être capable de s'interroger sur, depuis la recherche amont, l'émergence du besoin client, jusqu'à la partie recommandation finale, utilisation du produit. C'est vraiment se poser la question de est-ce que je suis capable aujourd'hui de détailler précisément les différentes étapes du parcours de mon client pour derrière seulement être en capacité de se dire est-ce que je vous propose le bon canal d'interaction. Et donc, faut se poser la question du canal avant de se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui je suis vraiment certain de connaître vraiment bien le parcours de mes clients, c'est peut-être mettre la charrue avant les deux. Le deuxième point, c'est la notion des points de contact. C'est ici une petite illustration qui montre qu'en fait, à chaque étape du parcours client, qu'il est nécessaire donc d'expliciter de manière précise, on peut se poser la question de quels sont tous les points de contact actuels et potentiels qu'on pourrait avoir avec lui. Et du coup, être en capacité de produire un outil de ce type-là où à chaque étape du parcours, on va regarder les points de contact physiques qu'on va avoir avec le client, une interaction avec un commercial, une interaction avec quelqu'un du service après-vente, par exemple, ou les points de contact numériques, un échange d'emails, une captation d'informations téléphoniques, par exemple. Faire ce travail-là, c'est indispensable avant même de penser l'utilisation de tel outil Google ou de tel outil numérique. Donc, ces deux éléments clés sont deux un peu fondamentaux du marketing, mais qui sont cruciales pour réussir à développer une stratégie multicanale efficace. Alors, un exemple, c'est une illustration que j'ai trouvée sur un acteur du marché du lave-linge. Voilà, on retrouve ici les différentes phases et on voit qu'en fonction des différentes phases du parcours, on est en capacité de dire, OK, quel est le canal relationnel qui paraît le plus pertinent, quelles sont les actions qu'il faut mettre en place, à quoi le client pense, quel est son ressenti, et donc derrière, d'être capable de se dire, est-ce que j'ai positionné le meilleur canal d'interaction avec le client à chacune des étapes du parcours.
Donc vraiment, ça, c'est un point sur lequel j'insiste. Ne vous précipitez pas sur les outils. Pensez vraiment d'abord à ces phases amont. On se rend toujours compte, et j'ai accompagné pas mal d'entreprises où en fait, on pensait bien connaître le parcours client, mais on se rend compte que le parcours client, il évolue quand même pas mal dans le temps. Et donc, se reposer ces questions, c'est toujours extrêmement salutaire et ça oblige en plus à re-rentrer en discussion avec les clients, ce qui est toujours apprécié et appréciable par le client. Deux autres facteurs clés de succès qui découlent un petit peu de ces éléments préalables pour réussir sa stratégie multicanal. Le premier point, c'est donc de penser client avant de penser canaux. Alors, je vous ai mis un exemple ici de ce qu'on appelle une fiche persona. Alors, qu'est-ce que c'est une fiche persona? Vous en avez certainement entendu parler. L'idée, c'est un peu de rédiger une fiche d'identité type de ces différents segments de clientèle. L'objectif étant justement d'essayer de comprendre qui le client est, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quels sont ses points de frustration aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut être amené à rechercher par rapport au secteur dans lequel on opère. Quelles sont ses motivations, et donc être capable de dresser ces fiches d'identité, c'est une bonne manière justement de venir à la fois comprendre son parcours, mais aussi de venir comprendre derrière, prioritairement, via quel canal il va falloir s'adresser à lui prioritairement. Donc faire ce travail un peu de dresser les fiches d'identité de vos clients types, c'est un travail qui prend pas forcément énormément de temps, notamment parce que vous avez très souvent la ressource, notamment la ressource via les différents services qui coopèrent et qui sont en interaction avec les clients, simplement de les poser pour pouvoir en fait dresser ces fiches portraits qui vont derrière vous faciliter le travail d'identification des canaux préférentiels. Le deuxième point, et c'est notamment pour toutes les entreprises qui opèrent en B2B, c'est de ne pas jouer l'attentisme. C'est vrai que j'ai passé pas mal d'années en B2B, je continue à accompagner essentiellement des entreprises en B2B, et ce que je constate, c'est très souvent on dit oui, mais en B2B c'est différent du B2C, nos clients, ils n'ont pas besoin d'avoir des canaux multiples en digital pour être en interaction avec moi. Globalement, toutes les études montrent que ce n'est pas vrai. Alors, ça peut être encore vrai sur certains secteurs, mais globalement, ça se transforme partout. Je vous ai mis ici quelques statistiques, mais ces statistiques, elles montrent très souvent qu'aujourd'hui, on a une majorité des acheteurs B2B qui va chercher des informations sur Internet qui influencent leur décision d'achat. On se rend compte aussi que globalement, la plupart des acheteurs B2B veulent et sont à la recherche de contenus experts sur les sujets qui sont les leurs, qui les concernent. Et très majoritairement, ils sont aussi, et là c'est pas pour les acheteurs, mais aussi pour les décideurs, notamment dirigeants d'entreprise, ils regardent les éléments de recommandation, les avis qu'ils peuvent trouver sur Internet. Et donc on se rend compte qu'il y a quand même des similitudes beaucoup plus fortes que ce qu'on peut croire avec l'expérience d'achat B2C. Donc aujourd'hui, le fait que vous soyez en B2B sur une industrie, par exemple, un peu très traditionnelle, moi j'ai beaucoup accompagné des entreprises qui sont dans des industries lourdes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer sur le multicanal, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui les choses et les lignes bougent énormément, y compris en B2B. Alors une fois qu'on a vu tous ces éléments un petit peu de préambule, comment faire pour se dire, ok, je vais prendre le sujet et quels sont les points clés pour réussir à lancer une stratégie multicanal efficace? Alors, ce que je vous ai proposé, c'est prendre un petit acronyme. Alors, pour que l'acronyme soit facile à retenir, j'ai essayé de caler l'acronyme sur le terme canal. Alors, canal avec le C pour cohérence, le A pour attractivité, le N pour notation, le A pour apprentissage et le L pour lead. Alors, on va expliciter chacun de ces points qui vont être des grands jalons que vous pourrez garder en tête pour ne pas forcément faire d'erreur si vous souhaitez déployer une stratégie multicanal, une stratégie digitale au sens large, efficace. Alors, le premier point, c'est le C pour cohérence. Pourquoi cohérence? Parce que avant les outils utilisés, le point fondamental, c'est la cohérence de la stratégie et du message que vous allez vouloir faire passer sur chacun des canaux potentiellement intéressants. Alors, effectivement, si on reprend un peu des éléments marketing basiques, c'est fondamental de se dire, OK, quelle est aujourd'hui la segmentation, quels sont les différents segments de clientèle que je peux potentiellement adresser, qui je vais cibler, quel va être le positionnement de mes différentes offres. Tout ça, ce sont des fondamentaux du marketing et ils sont d'autant plus importants de les réactualiser à partir du moment où on décide de déployer une stratégie multicanal, parce que derrière, c'est de cette segmentation, de ce ciblage, de ce positionnement qu'on va décider des canaux qui vont être le plus efficaces pour porter les messages.
De la même manière, vous évoquiez certains d'entre vous le fait que vous étiez en train de lancer des sites internet, etc. Effectivement, aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on dispose déjà d'un certain nombre d'outils. C'est quand même très rare aujourd'hui les entreprises qui n'ont pas du tout de site internet. Donc, on va disposer de sites internet, on va disposer des fois d'applications de type CRM, on en parlera après, ou en tout cas de bases de données clients. On commence déjà à créer des contenus en général sur son site internet. On a déjà une forme d'écosystème. Et l'objectif, c'est vraiment en fait de donner une image cohérente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que globalement sur vos plaquettes papier ou sur les images, le discours qui est véhiculé par votre force de vente, il y a un positionnement qui paraisse très différent de ce que vous communiquez sur votre site internet, par exemple, ou sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, vous avez une identité, cette identité va être portée sur tous les canaux, et donc c'est extrêmement important d'avoir une cohérence globale de cette identité que vous allez porter partout. Alors la deuxième lettre que je proposais, donc le A de canal, le premier A pour attractivité. En effet, selon moi, en fait, la clé du succès d'une stratégie multicanal, elle est vraiment dans la capacité à construire ce que j'appelle un écosystème attractif, avec comme pilier fondamental la qualité du contenu qui va être produit par vos équipes. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette phrase « content is king ». C'est une phrase qu'on attribue à Bill Gates il y a quelques années, au moment justement de l'émergence d'Internet et des contenus qui ont commencé à être produits. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très vrai. On l'a vu, hein, plus de 90% des décideurs attachent de l'importance au fait de trouver des contenus experts. Aujourd'hui, il y a des milliards de contenus qui sont créés sur le web chaque minute partout, dans tous les secteurs d'activité. Donc, il est extrêmement important de réussir à se différencier par un contenu qui va être de grande qualité. Et pourquoi je parle d'écosystème? Parce qu'en fait, très vite, on va constater que sur les différents canaux qui s'offrent à nous, et notamment les canaux digitaux, en fait, il y a tout un tas d'outils qui vont être disponibles. On va avoir des outils qui vont être qu'on appelle les own media, ce qui vous appartient. Vous avez un blog, vous avez un site, vous avez la capacité à rédiger des livres blancs, à faire des vidéos. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez la capacité d'acheter d'espaces publicitaires sur les différents sites. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'influence, d'aller faire des RP avec des journalistes traditionnels, mais aussi aller chercher des influenceurs. Donc tout ça, c'est une forme d'écosystème. Et que c'est extrêmement important en fait de se dire que ce qui va être déterminant, c'est quand même la qualité de ce qu'on va proposer comme contenu, beaucoup plus que la dispersion en fait des canaux qu'on va utiliser. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, par exemple, il y en a plein. Moi, je vois beaucoup de mes clients qui partent parfois sur plein de réseaux sociaux en se disant, ben voilà, j'ai un contenu, autant que je multiplie la caisse de résonance en publiant ce contenu sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Instagram, Pinterest, etc. En se disant qui peut le plus, peut le moins. J'aurai comme ça la capacité à toucher tout le monde. C'est plutôt une erreur. C'est plutôt une erreur parce qu'en fait, les différents segments de clientèle ne sont pas forcément partout. Chaque réseau social a des typologies de clients qui vont être différents, qui vont chercher des choses différentes. Et là, c'est en reboucle entre qualité du contenu, attractivité et la cohérence que j'évoquais juste avant. C'est beaucoup plus intéressant de cibler certains réseaux sociaux et de cibler derrière les messages qu'on va diffuser pour être efficace et pertinent. Troisième point, donc le N comme notation. Alors effectivement, pourquoi notation? En fait, ça rejoint un petit peu l'idée qu'aujourd'hui, quel que soit son secteur d'activité, quelle que soit son entreprise, qu'on soit en B2C ou en B2B, vous avez des clients qui ont la possibilité de donner leur avis, de mettre des notes, de trouver des plateformes sur lesquelles ils vont pouvoir comparer. J'ai accompagné beaucoup d'entreprises en B2B qui étaient sur des marchés où globalement c'était du B2B2C et où pendant des années le client particulier, le client final n'avait pas accès en fait à des informations par exemple sur les prix. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que y compris sur des marchés dans le génie climatique, aujourd'hui on a la possibilité d'avoir de l'information sur les prix de chaudières, les prix de pose des chaudières, etc. Quel que soit le modèle, quelle que soit la situation. Et donc ça renverse quand même beaucoup le rapport de force. Là où le rapport de force était beaucoup chez le professionnel avant, ça s'est beaucoup inversé. Et du coup, il faut être très vigilant à ça, même si on est sur des secteurs qui n'ont pas encore été un peu impactés par cette forme un peu désintermédiation. On le voit ici, ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est l'apparition de plateformes, de pure player web dans des domaines qui aujourd'hui étaient encore très protégés. Aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est vraiment un élément qui est important à avoir en tête, et notamment quand on commence à lancer sa stratégie multicanale, essayer de stimuler la récolte d'avis positifs
auprès de ses clients, c'est quelque chose qui va être important parce que c'est quelque chose qui peut faire la différence quand on ne le fait pas. Et ben, quand on ne le fait pas, on a très souvent uniquement les personnes qui ont des avis négatifs qui posent des avis sur Google et c'est comme ça qu'on peut des fois avoir un décalage très fort entre les avis qui ressortent quand on tape le nom d'une entreprise sur Google et la réalité, la qualité des prestations qu'elle réalise. Tout simplement que l'entreprise n'a pas forcément veillé à ce point-là. Alors, le deuxième A de notre acronyme CANAL, c'est l'idée un petit peu d'apprentissage. Il est, selon moi, illusoire de penser pouvoir passer, en fait, peut-être d'un niveau très novice dans l'approche digitale, dans l'approche multicanal, à une approche multicanal ultra performante, un petit peu comme ce qu'on a pu voir sur le concept d'omnicanalité que je présentais en préambule. J'insiste sur ce point, il faut se laisser le temps de l'apprentissage, de construire sa stratégie étape par étape. Il vaut mieux commencer à se lancer peut-être sur un canal, essayer de bien le faire, d'essayer de voir un petit peu les erreurs qu'on va commettre, de fonctionner en mode justement essai, erreur, test and learn, et puis de venir mettre une brique supplémentaire à partir du moment où on sera certain qu'on aura appris les choses de la brique précédente. Se laisser le temps de l'essayer, en plus, c'est des choses qui sont tout à fait possibles avec le digital. Et moi, j'insiste vraiment sur ce point, plutôt que d'avoir des ambitions démesurées sur l'omnicanalité. C'est vraiment d'y aller étape par étape, parce que c'est aussi derrière cet apprentissage qui va faire monter en compétences les équipes. On l'a vu, la crainte du manque de compétences en interne, c'est quelque chose qui ressort quand même assez souvent. Et donc, du coup, le fait d'y aller par étapes, c'est aussi une manière de casser ces résistances au changement, de casser cette peur de ne pas avoir les compétences en interne et d'avoir des équipes qui montent aussi progressivement à bord. Le L, donc notre dernière lettre de notre acronyme, le L comme lead. Alors, ce que j'appelle un lead, c'est un prospect qualifié. Et effectivement, en fait, la force d'une stratégie multicanale, c'est de pouvoir multiplier les opportunités d'avoir des leads, des prospects qualifiés. Ce que j'appelle prospect qualifié, c'est d'avoir des prospects dont on va pouvoir évaluer précisément en fait le niveau de maturité par rapport à une vente potentielle. Alors, un exemple qui fonctionne en B2C, en B2C, en B2B, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve, c'est par exemple le fait de dire je crée un contenu très attractif, un livre blanc par exemple. J'ai identifié dans le parcours client qu'il y avait vraiment un sujet clé qui se posait et que ce segment de clientèle se posait. Je crée un contenu de qualité que je diffusais par exemple sur mon site, sur mon blog. À partir du moment où on a un certain nombre de prospects qui vont aller sur le site, ils vont vouloir télécharger ce contenu et ils pourront le faire en échange de différentes informations sur nom, prénom, adresse email, potentiellement quelques éléments complémentaires dont vous auriez besoin pour conclure la vente. Et derrière, cette démarche va vous permettre de collecter des prospects dont vous savez en fait qui vont être à un moment d'achat particulier si vous avez construit un guide qui intervient à une étape du parcours client fondamentale. Et du coup, ça vous permet de constituer votre propre base de données de prospects qualifiés et donc derrière de convertir la vente, par exemple, avec votre force de vente. Donc, c'est un exemple en fait d'interaction en plus multicanal qu'il peut y avoir. Donc, récupérer des prospects qualifiés en mode digital via une création de contenu de qualité et un lead derrière que vous allez envoyer à votre force de vente pour pouvoir le convertir. Et ce sont en général des stratégies qui permettent de maximiser les taux de transformation, puisque en fait ici on a un niveau de maturité. Si l'analyse du parcours et la construction du livre blanc a été bien faite, normalement le niveau de maturité par rapport à l'achat va être bien plus important qu'un prospect lambda que vous n'auriez pas qualifié via cet outil. Un autre point important, on l'évoquait dans les différents termes du sujet, c'est le fait que le digital permet vraiment de donner des outils de mesure quantitatifs pour pouvoir avancer. Alors, effectivement, quand vous avez aujourd'hui un site Internet, vous êtes en capacité, de manière très simple, avec des outils de type Google Analytics, c'est gratuit, vous avez quelques paramétrages à faire, mais vous êtes capable de mesurer le taux de visiteurs, par exemple, qui arrivent sur votre site, combien regardent tel ou tel produit, combien ajoutent par exemple un produit dans un panier, combien créent un compte, etc. Et d'avoir de manière précise un espèce de tunnel quantitatif qui vous permet de mesurer la performance ou la non-performance de telle étape dans le parcours d'achat, par exemple. Si vous ne vendez rien, vous avez comme la possibilité de mesurer en fait des taux de déperdition entre différentes pages, des taux de conversion, par exemple, de téléchargement de tel ou tel livre blanc. Vous pouvez sur la partie gauche, vous pouvez retrouver vos différentes étapes du parcours client et de mettre en face un petit peu les différents canaux que vous avez et de mettre
certains éléments quantitatifs, notamment à partir du moment où il y a du digital qui intervient, et donc de mesurer s'il y a tel élément qui surperforme ou qui sous-performe par rapport à tel autre. Le digital nous permet aussi de faire ce qu'on appelle des A/B tests. C'est-à-dire, par exemple, vous avez sur votre site internet, vous avez un site internet et vous pouvez afficher, par exemple, 2 pages différentes à la moitié de vos visiteurs et de mesurer, par exemple, si le taux de clic sur un bouton est plus important dans telle configuration que telle autre. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui sont extrêmement intéressantes, qui sont aujourd'hui proposées de manière quasiment native avec plein d'outils et qui vous permet en fait vraiment d'améliorer vos taux de transformation parce que ça vous alimente en data quantitative et donc c'est plus uniquement parfois de l'instinct en fait qui vous permet d'améliorer votre performance. Alors, quelques exemples d'outils pour se lancer. Alors, des outils très concrets, par exemple. Aujourd'hui, pour se lancer dans du multicanal, c'est par exemple de collecter des emails et de mettre en place des stratégies d'email marketing direct avec vos clients ou avec les clients de vos clients. J'ai accompagné donc des entreprises en B2B2C et on avait monté des stratégies de captation en fait de données en fait des clients finaux pour pouvoir justement faire de la prescription. C'est des choses qui sont tout à fait faisables. Alors, on avait 2 sites Internet. On avait décidé de créer un site B2B, un site B2C, avec des positionnements différents, des contenus différents. On a fait des analyses de parcours différentes et derrière, des stratégies d'email différenciées. Vous pouvez lancer un site web marchand, par exemple, si aujourd'hui ce n'est pas forcément le cas et que vous estimez pouvoir être en capacité de pouvoir faire de la vente directe. Ou vous pouvez passer par des places de marché. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous recommander de dire est-ce qu'il faut faire tout ça en même temps, est-ce qu'il ne faut en faire qu'un. Voilà, moi je pense que ça dépend vraiment du niveau de maturité que vous avez aujourd'hui, des choses que vous avez certainement déjà testées, parce que vous avez très certainement déjà testé un certain nombre d'outils digitaux. Mais en tout cas, aujourd'hui, les leviers pour se lancer dans une stratégie multicanal, il y en a une multitude et c'est pas forcément partir avec des ambitions dingues. Se dire qu'aujourd'hui, on décide de se créer une base de données email de ses clients qualifié et de commencer à lancer ce canal relationnel-là, c'est une forme de stratégie multicanal à partir du moment où on n'avait pas commencé à le faire par le passé. L'autre point qui est intéressant aussi comme outil, c'est d'utiliser ce type d'entonnoir et de se dire à quel niveau en fait d'interaction avec le client j'ai envie de commencer à faire quelque chose. Est-ce que je pense que c'est plutôt au niveau de l'acquisition, je pense que j'ai pas suffisamment de base de prospects et donc comment effectivement je peux volume de prospects intéressants ou est-ce que par exemple c'est plutôt sur la partie recommandation, le point 4, ce qu'on appelle le referral. J'estime que j'ai plutôt suffisamment de prospects qui arrivent, mais je pense que je peux stimuler la recommandation et que ça pourrait permettre de transformer mes clients en ambassadeurs. Et du coup, en fait, vous avez différentes étapes comme ça de l'entonnoir où vous pouvez vous dire, moi, ma priorité, elle est plutôt sur la rétention, elle est plutôt sur l'augmentation du panier moyen en fonction de votre stratégie. Et je reviens toujours sur ce point. C'est la stratégie qui doit driver les canaux que vous allez utiliser. Parce qu'en fait, vous n'allez pas utiliser la même chose si vous voulez augmenter le panier moyen de vos clients ou si vous voulez augmenter le trafic sur votre site Internet, par exemple. Alors, je l'évoquais aussi en préambule, au cœur du succès d'une stratégie multicanal. Et c'est un petit peu ce que j'évoquais dans le côté l'omnicanalité, c'est un peu le Graal. Pour y arriver, très souvent, c'est qu'il faut réussir à avoir une vision qui... et pour avoir une vision unique, aujourd'hui, ce sont notamment des logiciels de type CRM, gestion de la relation client, qui le permettent. Globalement, alors voilà, on pourrait faire un webinaire centré sur les outils CRM, donc ça ne sera pas l'objectif là de le faire sur ces dernières minutes. Mais effectivement, les outils CRM permettent quoi? Permettent en fait de se dire qu'on est capable de centraliser toutes les informations clients en un seul et même lieu et de pouvoir en fait être en capacité de suivre l'historique des interactions qu'il y a pu avoir sur les différents canaux avec un même client. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça permet justement de se dire quelqu'un qui est, par exemple, au niveau du SAV d'une entreprise, il a accès aux différentes étapes d'achat que le client a pu avoir. Il peut potentiellement avoir accès, dans le meilleur des cas, à des informations sur si le client a abandonné son panier, s'il a créé un compte, etc., etc. Et du coup, effectivement, les outils de CRM sont vraiment des outils qui permettent derrière de mieux gérer en fait sa stratégie multicanale.
Alors, des outils, il y en a plein. C'est souvent des questions effectivement qui viennent. Mais alors, qu'est-ce que vous nous conseillez comme outil de CRM? En fait, l'idée, c'est plutôt de partir dans l'autre sens. C'est quels seraient en fait vos objectifs? Il y a des outils aujourd'hui qui sont plutôt des outils qui vont permettre d'améliorer la partie gestion commerciale. Il y a des outils qui vont être plutôt ce qu'on appelle des plateformes d'automatisation marketing. Hein, par exemple, moi, à titre personnel, j'utilise ActiveCampaign. C'est un outil qui me permet de faire facilement des stratégies d'email marketing et de suivre derrière les personnes qui se désinscrivent, les personnes qui cliquent, etc., de lancer en fait des scénarios de messages. Donc en fait, tout dépend vraiment de ce qu'on recherche, du budget qu'on est prêt à mettre en place. Mais voilà, vous l'aurez compris, le point sur lequel j'insiste plus, c'est que c'est vraiment votre stratégie commerciale, votre stratégie marketing, votre stratégie d'entreprise qui doit déterminer derrière l'outil que vous allez choisir, plus que le fait d'avoir l'opportunité d'utiliser tel outil et derrière d'essayer de caler votre stratégie par rapport à ça. Il faut vraiment le prendre dans le premier sens plutôt que dans le second. Merci Arnaud pour cette présentation, on est parfait dans le timing. Avant de passer au temps de questions-réponses, vous pouvez déjà les préparer et les noter dans le chat. Pour aller plus loin, toujours la possibilité de vous auto-diagnostiquer sur la partie commerciale avec les flash tags commerciales sur le site de la CCI, la possibilité d'avoir des échanges individuels également en fonction des problématiques. Et puis, on voulait juste sur la slide suivante, voilà, les contacts en fait, donc pour la CCI, pour la chambre professionnelle du conseil, donc ARQUEST, c'est pour ça qu'on dit TPC, parfois tout le monde ne le sait pas, donc je le redis. Donc voilà, des emails et puis un numéro de téléphone si vous voulez aller plus loin. On va terminer l'enregistrement ici, puisque la phase de questions-réponses n'est jamais enregistrée lors de ce webinaire. Merci encore Arnaud pour toute cette présentation qui m'a semblé très claire et intéressante. Je vous laisse poser les questions via le chat.